Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de cet épisode consacré à Gabin, avant Gabin. J'espère que vous avez vu le premier pour comprendre un peu le cheminement de cet acteur qui était un jeune premier comique, qui vient du monde des variétés, des revues, comme il y en avait beaucoup avant-guerre. Il a joué avec Joséphine Baker. Il vient d'un monde tout à fait étranger à ce qui sera le reste de sa carrière. Et petit à petit, ce jeune premier comique va devenir la grande star du cinéma français et international, parce qu'il va tourner à Hollywood pendant la guerre. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Cette deuxième partie s'appelle « 6 chefs-d'œuvre en 3 ans ». Et c'est la période où quand même, je pense que bon, c'est quoi un grand acteur? C'est bien difficile d'y répondre. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'acting aujourd'hui, qu'on pourrait appeler en français, le talent, le travail, savoir bien jouer sans surjouer, ça c'est la clé. Et bien sûr, il y a aussi le choix des films. Et quand même, Jean Gabin, on peut dire qu'il a du nez, parce que dans ces années de 1937 à 1939, ces 3 années, il va tourner les plus grands classiques du cinéma français. Alors commençons par l'année 1937, 3 chefs-d'œuvre. Et le premier, c'est Pépé le Moko. Pépé le Moko, c'est le monde des voyous d'avant-guerre. Alors le Moko, c'est en argot le Toulonnais. On va retrouver donc Jean Gabin dans la Casbah d'Alger, où il est recherché par la police, mais cette Casbah, c'est un monde en soi et la police a beaucoup de mal à y rentrer, et le personnage joué par Gabin, Pépé le Moko, a beaucoup de relations et il est protégé dans ce monde qui est un labyrinthe complet. Il faut savoir d'ailleurs, c'est un film de Julien Duvivier, que la Casbah a été reproduite en studio, en France. On n'est pas allé à Alger pour tourner ce film. Et je vous propose un extrait où nous allons retrouver Gabin avec Dalio. Dalio, quel acteur génial. Je pense qu'il est obligatoire que je lui consacre un épisode des acteurs qu'on a oubliés, mais sans Marcel Dalio, le cinéma français ne serait pas ce qu'il est. Et vous allez voir, je vous disais dans le premier épisode, le Gabin d'avant-guerre, c'est un Gabin, d'abord c'est un jeune homme et c'est quelqu'un de très irascible, à fleur de peau, passionné, sans nuance, pas du tout le Gabin qui après va tourner Touchez pas au Grisby et tous les films des années 60 où c'est vraiment le patriarche qui est toujours calme, posé. Et là, c'est exactement le contraire. C'est la fougue de la jeunesse, la passion. Et j'avais dit dans l'émission que j'avais consacrée à Patrick Devers que si on y pense bien, il y a un grand parallèle entre les deux acteurs, entre Devers et Gabin. Et d'ailleurs, le prix Jean Gabin, qu'on décernait il y a peu encore aux jeunes acteurs, s'appelle désormais le prix Patrick Devers. Ce n'est pas du tout un hasard. Et en regardant les extraits que je vous propose, imaginez Patrick Devers dans ses rôles. C'est tout à fait ça. Ce sont vraiment des acteurs d'une sincérité totale, d'une vérité. Et ça, je crois que c'est rarissime. C'est ce qui en fait des acteurs qui traversent le temps, parce qu'ils ne surjouent pas. Ils sont d'une précision et d'une économie de moyens dans leur jeu. Franchement, c'est quand même remarquable. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, aux acteurs français. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce que je pense. Peut-être vous avez une autre opinion, chacun la sienne.
Je vous propose donc de regarder, cet extrait de Pépé le Moco et c'est une scène, où Pépé le Moco est en colère. Dernière chose, Jean Gabin, vous le savez, travaillait beaucoup aussi les costumes qu'il portait, les habits qu'il portait dans ses films et dans Pépé le Moco, c'est lui qui porte, son foulard croisé sous sa veste et on a raconté, effectivement, c'est vrai que dans le milieu à Paris, parce que ce film, quand il est sorti, a eu énormément de succès, eh bien tous les hommes, comme on dit dans le milieu, se sont mis à porter ce foulard croisé. C'est l'élégance de Jean Gabin et d'ailleurs, comme toujours, regardez comment Jean Gabin bouge dans l'espace. Ses gestes, c'est un peu comme Delon d'ailleurs. On a l'impression que tout est improvisé. Non, non, pas du tout. C'est un grand travail, une grande concentration, mais le génie de ces acteurs, c'est qu'ils nous font croire que tout est naturel et que ça arrive comme ça. Non, c'est ça le génie. Jean Gabin dans Pépé le Moco de Julien Duvivier en 1937. Il y a autre chose qui cloche dans ton histoire. Veux-tu me dire pourquoi Louvain a-t-il pu bichoter 5000 balles à Carlos, alors que le Carlos, il avait même pas une livre sur lui? Je sais pas, j'ai vu 5000 francs. Oui, et maintenant autre chose. Tu crois Carlos qui a ses carafes pour t'en remettre ma lettre, hein, sans blague? T'as bien écrit une lettre alors. Oui. Et maintenant autre chose. Tu me crois assez carafes pour croire Carlos aussi ballot, hein, sans blague? Je t'entends de ma parole. Oui, bah garde-la ta parole. Et maintenant autre chose. Tu voulais lui porter la réponse. Et donc son ami devait s'absenter. Alors dis donc, pour une femme surveillée, il me semble qu'elle est un peu libre, hein, tu trouves pas? Eh ben maintenant, j'ai la Syrie, l'arbitre, t'entends? J'ai la Syrie. Tu vas te mettre à table, tu m'entends? Et puis tu vas ouvrir tes petits bagages. Laisse-moi, Pépé, je peux pas te dire autre chose. Mais si! Mais non, on va se passer un petit peu, c'est rien. Ne force pas à mentir, la vérité, je l'ai dit. Eh ben, trouve-en une autre. Je te jure que je l'ai Oh, dit. ta gueule, hein? Je te le jure. Ta gueule! Sur la tête de mon Oh, père. qu'est-ce que tu risques? Il a été guillotiné. Et puis reprenons, hein? Bouge-moi ou je t'annule, hein? Carlos a été arrêté. Ça, c'est vrai. Je te l'ai dit. Et puis t'as lu ma lettre, ça, c'est encore vrai. Je te l'ai dit. Ah, jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais c'est après que ça ne va plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rien. ce là? Si! Non. Mais si! Non. Mais si! Ah, t'as la tête dure, hein, l'arbitre? On va voir si elle est si dure que ça. Tiens! fort, tu me fais mal à la tête. Mais pardon! Pardon, et pourri! Tiens! Mais faut-il que je t'en pique? Tiens, je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te piquer, piquer! C'est Slimane qui a tout fait. Ah, Il m'a dit de venir te voir. et puis? De te raconter tout ce que je t'ai raconté. Et puis? Il croit que tu vas descendre. Et puis? Il a fait cerner l'hôtel, il t'attend. Et puis? C'est tout. Oui, évidemment, la petite, hein, tu ne l'as pas vue. Non. Non. Hein? Et pourquoi qu'elle n'est pas montée ce soir? Slimane lui a raconté quand t'avais descendu, elle te croit mort. Ah, Et elle part à 10h sur le ville d'Oran. 1937, suite, deuxième chef-d'œuvre, La Grande Illusion de Jean Renoir. Alors là, évidemment, tout de suite, quand on pense à un grand classique du cinéma français d'avant-guerre, on pense immédiatement à La Grande Illusion. Ce film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, en fait, la Grande Illusion, c'est l'illusion que la guerre va permettre d'effacer un peu les différences sociales. Et c'est une grande illusion, puisque ça ne marche pas. Et dans ce film, distribution éblouissante. Jean Gabin, Pierre Freinet, Julien Carrette, Marcel Dalliot, Jean Dasté, j'en passe beaucoup d'autres. C'est un pur chef-d'œuvre. Et j'ai choisi une scène, ils sont, j'ai oublié, Eric von Stroheim. Alors là, on touche au firmament des acteurs géniaux. Et dans cette scène, vous ne verrez pas von Stroheim, mais c'est une scène qui pour moi est tout à fait emblématique du film. Il se retrouve dans une forteresse, puisque le film d'ailleurs a été tourné dans la forteresse du Haut-Königsbourg en Alsace. Et on voit dans cette scène chaque soldat et officier, chacun venant de sa classe sociale, mais là se retrouvant, tout le monde est au régime jockey, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à manger. Et c'est Marcel Dalliot qui alimente tout le monde en nourriture dans cette scène. Pierre Freinet, c'est l'officier avec son monocle. C'est un noble qui a beaucoup de classe et d'élégance, mais qui méprise quand même un peu les gens du peuple. Et Jean Gabin, c'est l'homme du peuple, avec là aussi, quelle élégance. Et vous allez voir
Cette scène est remarquable et une fois de plus, je me répète, mais regardez le naturel de Jean Gabin. Un extrait tout de suite de La Grande Illusion, Jean Renoir, 1937. En temps de paix, j'étais acteur, au Bouffe du Nord. Tu m'as vu jouer? Bah, tu sais, moi, je vais jamais au théâtre, c'est trop sérieux. J'aime mieux le vélo. Tu t'intéresses, toi, au Tour de France? Bon, enfin, t'as déjà entendu parler de Faber, de la Piste, Garrigou, Troussonnier, Petit Breton. Oui. Ces gars-là, bah, ils vont ouvrir le Belge. Oui, mais... Comment on a le droit de faire acheter tout ce qu'on veut en ville? Tout ce qu'on veut par l'intermédiaire de la cantine. Ah, c'est parfait, alors je vais acheter un fauteuil. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, un tas. Ah, mais voilà. Mon capitaine. Ah, mais tout ça est sympathique, hein? Alors, messieurs, par quoi désirez-vous commencer? Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou maquereau mariné du capitaine Cook? La maison est bonne, à ce que je vois. Un peu de cognac, mon capitaine. En guise d'apéritif. Mais pourquoi pas? Je n'ai jamais si bien mangé de ma vie. Un peu de poisson, s'il vous plaît. Et je commence à m'habituer très bien aux gentillesses de Rosenthal. 1937, suite et fin, troisième chef-d'œuvre. Alors là, c'est un de mes films préférés de Jean Gabin, c'est Gueule d'amour, de Jean Grémillon. Et Jean Gabin, il joue un militaire, un spahi, vous savez, ces militaires qui avaient des tenues qui venaient du Maghreb, qui avaient une allure folle, et c'est l'histoire d'un soldat qui, tant qu'il était spahi, avait un certain panache. Il tombe amoureux d'une femme fatale, et malheureusement, ça se termine mal. Et là, on retrouve le Jean Gabin qui est passionné jusqu'au drame, jusqu'à la tragédie, puisque les histoires d'amour finissent mal, comme chante Lerita Mitsuko. Et nous allons voir tout de suite un extrait. Et dans cet extrait, vous allez voir Mireille Balin, qui était une très grande star avant-guerre. Mireille Balin, c'est la femme fatale. Et il y a aussi bien chez Gabin que chez Mireille Balin, le film est presque un calque de la vie. D'abord parce que Jean Gabin va tomber amoureux de Mireille Balin, qui était une mangeuse d'hommes, comme on disait autrefois. Et ce qu'on voit dans l'histoire, c'est un peu ce qui se passe dans la vie. Parce qu'il y a eu une relation effectivement entre Gabin et Mireille Balin, mais Mireille Balin a éconduit Jean Gabin, et Jean Gabin, à cette époque-là, s'énervait un peu, et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il aurait tenté d'étrangler Mireille Balin. Alors effectivement, est-ce que la vie a impressionné le film, ou c'est le contraire? C'est un peu le mystère du cinéma, et c'est en quoi ce film, d'ailleurs, Gueule d'amour, est intéressant. Et Gueule d'amour, oui, c'est Gabin, c'est cette blondeur qui ne se voit pas dans les films en noir et blanc, et ses yeux bleus. D'ailleurs, Gabin disait toujours: si je n'avais pas eu les chasses bleues, je n'aurais pas fait carrière. Vous savez que Gabin parlait un argot parfait. Et donc Mireille Balin, qui joue cette femme fatale, a eu un destin tout à fait horrible, puisqu'elle a été un peu le symbole de cette expression que je trouve dégueulasse. J'utilise le mot, la collaboration horizontale, et qui s'est terminée avec, vous savez, à la fin de la guerre, l'épuration. Quand la France a été libérée, il y a eu pendant quelques mois une justice expéditive qui ne passait pas devant les tribunaux, et Mireille Balin en a payé le prix. Elle a été battue, violée, enfin bref, c'est épouvantable ce qui lui est arrivé. Et c'est vrai que cette justice de l'épuration, j'en ai parlé dans l'épisode que j'ai consacré à Robert Le Vigan. Bon, on va pas refaire l'histoire, et c'est très compliqué tout ça, mais il y a beaucoup de choses choquantes, et c'est aussi d'ailleurs le destin d'Harry Bor, et je consacrerai un numéro, parce que je me suis toujours beaucoup intéressé à ce qu'ont fait les acteurs, les stars de cette époque. Certains sont passés à travers les mailles du filet, parce que bon, on a reproché à Mireille Balin d'avoir couché avec un Allemand, un officier allemand, mais il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ont tourné pour les Allemands, qui ont même fait un voyage à Berlin. Daniel Darieux, que j'adore, Albert Préjean, Fernandel a
continuer sa carrière, je le dis dans la première partie, mais ces acteurs-là, ces actrices-là n'ont pas été inquiétés. C'est 2 poids 2 mesures. Bon, mais je pense qu'il est quand même, un peu injuste d'avoir oublié des actrices comme Mireille Balin. Quoi qu'elle ait pu faire, elle ne méritait certainement pas ce qu'elle a subi et je crois que de temps en temps, il est bien un peu de dépoussiérer les choses et de revoir quand même le talent, de ces acteurs comme Robert Le Vigan, qui sont passés aux oubliettes de l'histoire et qui ont payé le prix fort pour des actes, certainement qui n'étaient pas bien et qui n'ont pas fait les bons choix. Mais bon, il est bon de rétablir un peu le fléau de la balance. Voilà, juste, je voulais vous préciser ça et nous allons voir Jean Gabin et Mireille Balin. C'est celui-là, deuxième à droite. C'est Gueule d'amour. C'est Gueule d'amour. Tout le monde l'appelle ainsi. C'est peut-être une aventurière. Non, Il y en a de tellement rouées qu'elles mettent leur victime en garde contre ce qui les attend. vous savez pas ce que c'est que d'attendre. Attendre. Pourquoi voulez-vous prendre ce que je voulais vous donner? Gueule d'amour, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait jamais aimé et qui rencontre l'amour. C'est drôle. Je ne prévois jamais le mot que vous allez dire, ni le geste que vous allez faire. Comme celui-ci. C'est aussi l'histoire d'un homme qui n'avait jamais connu de défaite. Mais dépouillé du prestige de l'uniforme, jeté brutalement dans la vie quotidienne, restera-t-il toujours gueule d'amour? Quoi, je me suis bien défendu ici, alors à Paris, je me défendrai un peu mieux, non? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Oui, genre costaud. Non mais gueule d'amour, regarde-toi dans une glace. Ah, chacun son tour. Tu te crois toujours gueule d'amour, mais je suis pas n'importe qui. Une femme peut me préférer à toi sans être folle pour ça. Mais enfin, je t'ai dit ce qu'elle était, comment elle vivait. Mais quoi. qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, ce qu'elle a derrière elle? Je l'aime assez pour passer là-dessus. Je cours ma chance contre n'importe qui. Même contre toi. Assez! Une de ces femmes trop belles, qu'on sent tristouiller sans raison. Je serre le homard. Devant madame, je n'ai pas osé regarder par trop de la serrure. Adrien, vous auriez dû naître gentilhomme. Mais vous savez qui je suis, pourquoi je suis là? Et vous ne branchez pas, hein? Oui, oh, je sais, tout est à vous ici. Les meubles, les tapis, tout ce qu'on achète. Mais pas Madeleine, vous entendez? Pas Madeleine. Ce sera bien meilleur de m'avoir attendu. De t'avoir attendu. Tu vas taire, hein? Lucien! Tu vas taire! Tu as entendu, gueule! Tu vas taire! Pardon, Lucien, pardon! Et arrive 1938. Donc nous sommes au 4e chef-d'œuvre et ce film, c'est Quai des Brumes. Le Quai des Brumes, d'ailleurs, parce qu'on dit souvent Quai des Brumes. Non, le titre
original, c'est Le Quai des Brumes, de Carnet et Prévert, bien sûr. Alors là, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. C'est bien sûr ce qu'on a appelé le réalisme poétique. C'est la marque de fabrique de Marcel Carnet et Jacques Prévert. Et j'ai choisi un extrait, et en préparant l'émission, j'ai intitulé ça Le Quai des Baffes. Parce que vous allez voir, d'ailleurs, dans toute sa carrière, Jean Gabin a mis quelques mandales bien placées. Et là, c'était pas du cinéma. Et celui qui les reçoit, vous allez le voir, c'est l'immense Pierre Brasseur. Là aussi, monstre sacré parmi les monstres sacrés. L'histoire, bien sûr, c'est un déserteur et qui va tomber amoureux de la belle Michèle Morgan. Et il est poursuivi par un voyou au petit pied qui n'a pas d'envergure et qui mérite des claques. Ça tombe très bien, il va en recevoir. Alors nous nous transportons tout de suite au Havre, dans cette atmosphère brumeuse du Quai des Brumes et du Quai des Baffes. La deuxième bleue. Laissez-moi. On laisse ton fille tranquille puisqu'elle te demande que tu la laisses. Toi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de continuer à faire des ronds dans l'eau. C'est vrai, un griveton, ça s'amuse d'un rien, non? Ça crache dans l'eau et c'est content comme tout. Ah oui, je sais bien, seulement tu peux la laisser tranquille quand même. Ah, c'est ça, oui, monsieur, fait dans le genre calme. C'est dans le genre mettre de lui. Que nous sommes trois et t'es tout seul. Trois? Et tu sais pas compter, mon petit bonhomme. Tiens. Ah, parce que tu comptes sur le gros, là, parce que vous deux, alors disons, c'est pas grand-chose. Oh, je te la laisser, oui. Quoi? Un simple soldat qui donne des ordres. Allez, tu vas te tirer? Excuse-moi, je suis un peu violent. On ne peut plus plaisanter, alors? Ah, tu veux t'en aller? T'es pressé, maintenant? Allez, t'approche pas, tape pas, hein? Tape pas. Tape pas, parce que, avec moi, je te préviens, hein? Fais attention, fais gaffe. Fais gaffe à quoi? Hein? Fais gaffe à quoi? Tout à l'heure, tu voulais tout becter, puis maintenant, tu te dégonfles. T'es tout pâle, tu perds tes arêtes. Ah, t'es pas beau à voir, c'est... Puis maintenant, je vais te donner un conseil si tu me rends compte, hein? Et ben, change de trottoir. Et puis vite. Parce que sans ça, tiens, comme ça. Bien sûr, Le Quai des Brumes. Dans l'histoire du cinéma, il y a des répliques et des scènes qui ont traversé le temps et qui sont des symboles du cinéma français. Et là, bien sûr, c'est inévitable, vous l'avez deviné, nous allons retrouver cette scène tellement bien filmée de profil entre Gabin et Michèle Morgan. T'as de beaux yeux, tu sais. T'es bien avec moi? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Mélie. « 1938, suite et fin, 5e chef-d'œuvre, c'est La Bête humaine de Jean Renoir, adapté bien sûr du roman d'Émile Zola, qui est un des romans des Rougon-Macquart. Alors c'est une adaptation bien sûr moderne du roman d'Émile Zola, et on retrouve encore, vous voyez, ce Gabin qui explose tout le temps, qui sort de lui, et là bien sûr on retrouve, c'est un des grands thèmes de Zola, Étienne Lantier, le personnage joué par Gabin, est victime par atavisme de l'alcoolisme de ses parents. Les Rougon-Macquart, bien sûr, c'est une fresque sociale, c'est un des sommets de la littérature française, et l'adaptation de Jean Renoir est comme toujours très intelligente, très brillante, et qui de mieux pour incarner Lantier que Jean Gabin.
donc victime de ces crises de délirium tremens et qui le mène évidemment à commettre l'irréparable. Alors c'est vrai que dans cet épisode, je vous montre le Gabin noir, sombre, qui commet le pire. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est ce Gabin qu'on connaît moins parce qu'on diffuse beaucoup moins ces films aujourd'hui, qui ont vieilli au niveau de la technique, mais au niveau du contenu et du fond, je peux vous dire que c'est extrêmement moderne, même si je n'aime pas ce mot-là. Voici donc la bête humaine. La bête humaine, c'est à la fois la locomotive qu'il conduit, et c'est aussi son personnage. La bête humaine, Jean Renoir, 1938. On aurait mieux fait de rester comme au début, quand on s'aimait, sans rien faire. Tiens, tu vois, toutes les nuits en ce moment, je rêve qu'on est ensemble, loin, loin, à l'étranger. Puis moi, je travaille. Puis on a une petite maison à nous. Et puis le soir, toi, tu m'attends sur la porte. Et puis, je te prends dans mes bras, je te serre fort, fort. Puis on s'aime comme jamais personne s'est aimé. Puis personne ne trouve rien à redire. Puis on oublie tout, tu verras. Tout, 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 tout. Embrasse-moi. De tout ton cœur, de toute ton âme. Jacques, qu'est-ce que tu as? Jacques, Jacques. Jacques. Et nous arrivons en 1939. Je vous avais dit 3 ans, 6 chefs-d'œuvre. Voici le 6e. Et là, c'est pareil, c'est aucune classification n'est possible, bien sûr, parce que ces films sont tellement tous au même niveau. Et Le jour se lève, c'est une fois de plus donc le réalisme poétique de Carnet et Prévert. C'est aussi un Gabin de la même veine qui incarne un ouvrier. Hein, Jean Gabin, c'est le prolo, c'est l'acteur qui incarne le peuple. C'est pour cela que c'est un mythe, Jean Gabin. C'est pour cela qu'il a tellement correspondu au peuple français. Sa carrière accompagne l'histoire du peuple français jusqu'à sa mort dans les années, au début des années 70. Gabin, c'est un monstre sacré, bien sûr, mais c'est quelque chose qui dépasse tout à fait le cadre habituel des acteurs, même des grandes vedettes de l'époque. Là, on est dans une autre dimension. Alors, nous allons entendre d'abord Jean Gabin nous parler du jour se lève. On verra l'extrait ensuite. Il va nous expliquer comment est sorti ce film. Il faut savoir après que quand le film sortira, la déclaration de guerre va arriver et la carrière du film va capoter assez rapidement. Mais c'est surtout le dernier grand film que Jean Gabin tourne en France. Après, c'est une autre histoire. Je vous en parle tout de suite après cet extrait du jour se lève de Marcel Carné et Jacques Prévert pour les dialogues, tourné en 1939. Par exemple, j'ai fait un film juste avant la guerre qui maintenant passe pour un grand classique du cinéma, et à l'époque ça a été un bide noir. Ça s'appelait Le jour se lève. Le jour se lève n'a pas marché
Parce qu'il y avait des retours en arrière, il y avait des flashbacks, les gens n'aimaient pas ça. Et maintenant, les gens disent que c'est un des classiques du cinéma, alors on l'a fait trop tôt. C'est tout. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? Il va se foutre par la fenêtre? Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Je peux pas me mettre curieuse, moi? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin. Je suis un assassin. Mais oui, je suis un assassin. Mais les assassins, ça court les rues. Il y en a partout. Partout, tout le monde tue. Tout le monde tue un petit peu seulement. On tue en douceur, alors ça se voit pas. C'est comme la sable, c'est en dedans. Là, en dedans. Alors foutez le camp. Foutez le camp, allez-vous-en. Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal. Ça sera imprimé, tout sera imprimé. Tout. Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez. Parce que dans les journaux, on raconte tout. Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux. Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid. Épinez-vous. Laissez-moi seul. Tout seul, vous entendez? Je demande rien à personne, moi je veux qu'on foute la paix. La paix. Allez, décidez. Oh, les clés, les clés. Qu'est-ce que je fais tout seul? Regardez-moi seulement, François! François! Oh, je suis fatigué, laissez-moi. François! François! Et j'ai plus confiance. C'est fini. Fini, vous entendez? François, t'obstine pas! Ça sert à rien! Il y a des gens qui ont tué déjà, ils en sont pas morts! Descends, on verra après! Eh, dites donc les gars, il y a une place à prendre. Une bonne petite place, un bon petit boulot. Avec des heures supplémentaires. Alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Un bonheur, là, tout un petit bonheur. Hein? François, tu devrais sortir! Ça s'arrangerait! Quoi, François? Quel François? Il y en a plus de François, je connais pas. Je connais pas, il y en a plus de François nulle part. Nulle part, alors laissez-moi. Foutez-moi la paix, allez-vous-en. Foutez-moi la paix. Et vous avez vu les dialogues hein, du jour se lève, ce que dit Gabin à sa fenêtre, ça résonne quand même beaucoup aujourd'hui. On disait souvent que la presse racontait n'importe quoi, maintenant on peut dire que les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Rien n'a changé. La guerre arrive, là tout s'arrête, c'est la débâcle de juin 40. Et comme le dit Jean d'Ormesson, c'est l'écroulement de l'Empire français, parce que ce n'est pas uniquement l'Hexagone, c'est l'écroulement de tout l'Empire, de toutes nos possessions, c'est un changement de monde. Et Jean Gabin, c'est Jean Gabin. Il est hors de question de tourner pour les Allemands. Et je vous propose de l'écouter, c'est beaucoup plus intéressant de l'écouter lui que moi. Et il va vous dire pourquoi il est parti. Et après les explications de Jean Gabin, tout de suite, vous allez voir un extrait d'un des films que Gabin tourne à Hollywood. Il s'agit de L'Imposteur, qui est un film assez peu connu. Je vous ai mis la version française. Et c'est quand même amusant d'ailleurs que Jean Gabin joue un imposteur quand on sait le rôle qu'il a joué dans la guerre, en s'engageant dans la marine française libre et en faisant les combats de la fin de la guerre avec la 2e division blindée du général Leclerc. C'est Gabin, c'est la classe. Jean Gabin vous parle. Et puis il y a eu la guerre, l'occupation et la carrière américaine. Le dernier film que j'ai tourné, c'est Remorque, de 39 à 47. J'ai eu un trou. Alors, évidemment, j'ai fait 2 films en Amérique, mais on ne peut pas compter ça. Moi, j'étais obligé de les faire pour bouffer, c'est le cas de le dire. Parce que je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis tout, je le dis franchement, mais c'est parce que j'avais l'autre raison de foutre le camp du moment. Comme je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là, je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti. Ouais.
La route poudreuse. La petite route près de Tours. Le camion. L'avion allemand. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, c'est rien, il est... C'est fait. Mon capitaine. Restez, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut que je vous parle, mon capitaine. Oui, ben venez jusqu'à l'hôtel Tornade, on parlera en prenant l'apéritif. Je n'ai pas soif. Eh ben moi aussi, je suis assoiffé comme un chameau dans le désert. Il faut que je vous dise quelque chose. Oui, et si moi, je ne tenais pas à l'entendre, Vous devez m'écouter. est-ce que c'est un ordre, lieutenant? C'est un ordre. Voulez-vous écrire? Écrire? Oui. Je sous-signais. Par la présente. Déclare que je ne suis pas Maurice Lafarge. Et bien sûr, quand il est exilé aux États-Unis, Jean Gabin, bah, c'est gueule d'amour, hein. Il va rencontrer des femmes et il va en rencontrer une qui est quand même, avec Greta Garbo, c'est la star ultime, c'est Marlène Dietrich. Et comme disait Marlène Dietrich d'ailleurs, vous savez, se réveiller à côté de Jean Gabin, c'est quand même quelque chose. Et bien sûr, cette idylle va durer un certain temps, mais bon, c'est dur de faire cohabiter sous le même toit des stars de ce niveau. C'est presque un film. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et malgré tout, l'idylle ne durera pas, ils se sépareront, Gabin épousera une autre femme qui sera la mère de ses enfants, mais ils tourneront un film, Martin Roumaniac, qui est un excellent film, et je vous propose, alors avant de regarder cet extrait, j'allais oublier, hein, je suis souvent dans la lune, j'ai trouvé 2 petits extraits parce que je vous parle souvent du jeu de Gabin, et je me disais que c'était le moment peut-être de vous montrer ces documents. C'est Gabin qui parle de simplement comment il travaille ses rôles, comment il les prépare, mais sans intellectualiser. Vous allez voir ce qu'il répond, et je trouve que c'est très intéressant. Ça éclaire encore plus ce que j'ai pu vous dire avant sur le jeu de Jean Gabin. Et donc on écoute Gabin, ce sont 2 interviews qui se suivent, et aussitôt après, un extrait de Martin Roumaniac où, une fois de plus, comme dans Gueule d'amour, comme dans Pépé le Moco, ça se finit mal. Personnage, comment le ressentez-vous? Malgré tout, en fonction d'autres que vous avez pu assumer. Oui, mais alors là, je vais vous dire un truc. Moi, je ressens jamais rien. Je ne ressens absolument rien. Bon, il est le personnage. Je tourne un personnage. Bon, on le joue, c'est tout. Mais vous savez, moi, les gars qui ressentent des trucs en jouant des personnages, je les admire parce que moi, je ressens jamais rien. Jamais. Non, je crois qu'il contente de penser ce qu'il dit au moment où il le joue. C'est encore plus grave, ça, non? Si vous avez pour le coup, si vous avez un bon rôle, qui est bien écrit, avec du bon dialogue, quand c'est bien mis en scène et tout, hop, bien qu'à laisser aller. Vous savez, en général, les auteurs, ils écrivent de très bons dialogues, mais beaucoup avec des points de suspension, d'ailleurs. Prévert faisait ça avec les points de suspension. Audiard fait ça avec les points de suspension. D'autres font ça avec les points de suspension. Jardin fait ça avec les points de suspension. Alors il faut les meubler, les points de suspension. Parce qu'eux, ils écrivent leur dialogue, mais bon, à lire, c'est parfait, mais il faut le dire. Alors pour le dire, souvent, il faut l'arranger. Ça ne veut pas dire que on chamboule complètement le dialogue, mais on l'arrange. J'ai toujours fait, d'ailleurs, souvent. Tout ce que Spack, que ce soit dans La Grande Illusion ou un autre film, me disait « Coco, il parle comme ça. Coco, tu m'as foutu mon dialogue en l'air encore. » Je lui dis, non, je te l'ai pas foutu en l'air. Elle dit, je l'ai arrangé, c'est tout. Hein? Parce que sans ça, je serais incapable de le dire. Parce que je crois que la principale, je dirais pas qualité, mais le principal travail, disons que c'est un travail comme un autre d'être acteur, c'est d'essayer de faire croire au public ce qu'on dit, ou enfin la situation dans laquelle on est. Alors on le dit par les paroles. Et alors, je crois que les paroles doivent sortir par les yeux. Vous comprenez? Parce que ça, le cinéma, avant tout, c'est d'image. Si on ne pense pas ce qu'on dit, ça ne sort pas dans l'œil. Il faut le penser.
Alors pour le penser, il faut arriver à bien le dire, et pour bien le dire, il faut que ce soit facile, l'élocution. C'est pourquoi je m'arrange toujours pour ramener le dialogue un peu à moi. Petit coup de main. Je te dérange, t'as qu'à moi à dire. J'ai l'habitude. Dis donc, j'espère que il l'a vendu à un bon prix, ton magasin. Puis pour la villa, ici, te laisse pas empiler, hein, fais attention. Elle vaut de l'argent. J'en sais quelque chose, moi. Alors comme ça, tu te lances dans la politique maintenant. Est-ce que tu vas le retrouver, ton consul, hein? Le retrouver? Tu es vraiment trop bête. Non, je vais pas le retrouver. Je pars seule. Bon, je te crois pas, t'es bonne qu'à mentir. Tu fais que ça depuis le début, mentir. Ah, tu t'es bien foutu de ma gueule, mais tout a une fin. Et puis je te dis que tu vas pas le retrouver, ton consul, moi, t'entends? Pauvre idiot. Ne me touche pas. Comment pas toucher? Ne me touche plus avec tes mains sales. Ouais, t'as pas toujours Tu me dit fais ça, mal, hein? brute. Ah oui, je sais, je suis pas éduqué, moi. Hein? Non, C'est tu pas n'es une qu'un manière. pauvre type. Borné, médiocre, ridicule. Tu vas te taire, oui? Non, toi, avec tes mots qui sentent le pernon. Oui, tu vas te taire, dis. Tu vas non, tu es un pauvre type. Tu vas te taire, Pauvre type. Laisse-moi. T'entends? Ni un autre. Il me fait mal. Ni un autre, t'entends? C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Saleté. Eh bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai essayé de vous expliquer Gabin avant Gabin. Ce Gabin d'avant-guerre qui va disparaître d'ailleurs avec la guerre, qui reviendra bien sûr en France, mais ce seront des années de vaches maigres. Et d'ailleurs, Jean Gabin ne tournera pas pendant cette année. Il refera quelques films, mais la machine sera très très longue à repartir. Et bien sûr, tout le monde sait que ce qui va faire repartir sa carrière, c'est Touchez pas au Gresby, le film de Jacques Becker, un pur chef-d'œuvre bien évidemment, mais vous l'avez tous vu. Et c'est Gabin, deuxième période, c'est autre chose. J'ai fait plusieurs vidéos déjà sur des films qu'a tourné Gabin, mais c'est un Gabin bien sûr que l'on connaît beaucoup mieux. Et mon propos dans cet épisode, c'était de rappeler un peu comment Gabin est devenu Gabin. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors je referme cet épisode en vous remerciant de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Je compte sur vous.